Émile Dupont conduisait sa voiture dans les rues de Paris, une ville qui palpitait d'une beauté indéniable, mais qui cachait aussi sous sa surface enchanteresse une réalité cruelle et inégale. Avec son costume bien coupé et sa posture digne, il était un juge respecté, connu pour son intégrité et pour sa lutte contre les injustices sociales qui imprégnaient sa société. Cependant, ce jour-là, alors que la lumière du soleil se reflétait sur les façades des bâtiments anciens, quelque chose en lui tressaillit à la vue d'une scène qui allait le faire remettre en question l'essence même de la justice. En s'arrêtant à un feu de circulation, Émile a aperçu un groupe de policiers dans une attitude grotesque, encerclant un sans-abri noir. Les hommes, en uniforme et arrogants, ont ri lorsque l'un d'eux a poussé l'homme, qui se trouvait dans une position vulnérable, le faisant tomber au sol. Le SDF tente de se protéger, mais la scène est si méprisante qu'Émile sent son cœur s'accélérer et son indignation grandir. Ce ne sont pas seulement les gifles et les insultes qui l'ont choqué, mais la facilité avec laquelle ces hommes, censés protéger la population, s'amusent aux dépens d'un être humain. « Regardez cette scène, quelle blague !» s'est exclamé l'un des policiers en jetant par terre un morceau de pain ayant appartenu aux sans-abri, en riant comme s'il jouait à un jeu. Les autres policiers se sont joints au rire, alimentant un cycle d'humiliation. Émile ne pouvait plus rester immobile. Il a rapidement sorti son téléphone portable et a commencé à filmer la scène, les mains tremblantes de colère et de désespoir. « Cela ne peut pas arriver », murmura-t-il alors que les larmes menaçaient de lui monter aux yeux. Les cris des sans-abri environnants, criant à l'aide, résonnaient dans son esprit, formant une clameur qui ne pouvait être ignorée. Afin de... « Vous n'avez pas le droit », a-t-il crié en sortant de la voiture et en s'approchant du groupe de policiers. Sa voix, bien que ferme, était empreinte d'un sentiment d'impuissance qui le faisait trembler. Le groupe, remarquant sa présence, se tourna vers lui, et l'expression de mépris se transforma en rire encore plus scandaleux. « Regardez qui a décidé de se présenter. Un petit monsieur tout habillé. Que allez-vous faire, docteur? Apprenez-nous la justice », s'est moqué l'un des policiers, avec un sourire sarcastique. Les autres le suivirent en riant, comme si Émile n'était qu'un personnage ridicule dans leur plaisanterie macabre. Émile sentit une vague de frustration l'envahir. C'était un homme de droit, un défenseur de la justice, et il se trouvait là, impuissant, face à la brutalité qui se déroulait sous ses yeux. « Je m'appelle Émile Dupont, juge. J'exige que vous arrêtiez cela immédiatement », a-t-il déclaré, essayant d'affirmer son autorité, mais la réaction des policiers a été celle du dédain. « Juge ? Et ce n'est pas un tribunal, ma chère. C'est la rue. » a crié un autre policier en donnant un coup de pied au morceau de pain jeté par terre, dispersant les miettes qui se mêlaient à la terre. La scène était désolée et le regard du sans-abri, qui était au sol, reflétait une profonde douleur et une résignation qui brisèrent le cœur d'Émile. Il se sentait comme un intrus dans un spectacle de violence, mais l'indignation grandissait en lui comme une flamme. Il ne s'agit pas simplement d'un abus de pouvoir. C'est une violation de la dignité humaine. A-t-il insisté, sa voix désormais plus forte, résonnant dans la rue vide. Mais les policiers ne se souciaient pas de ses propos. Le mépris sur leur visage était clair et leur rire résonnait comme un cruel rappel qu'en ce moment, la justice n'était pas à la portée de ceux qui la cherchaient. Émile savait qu'il devait agir, mais comment pourrait-il faire face à l'oppression d'un système qui semblait si enraciné et immuable? Alors que la scène se déroulait sous ses yeux, il réalisa que le combat pour la dignité et la justice ne faisait que commencer. Émile Dupont inspira profondément, sentant l'adrénaline monter dans ses veines. Il s'était approché suffisamment pour que les policiers remarquent sa présence, et l'expression de mépris sur leur visage s'est rapidement transformée en hostilité. « Pour qui te prends-tu, espèce de gamin ?» ricana le sergent Moreau, avec un sourire sarcastique qui révélait l'arrogance typique de quelqu'un qui se sent au-dessus des lois. « Un juge, n'est-ce pas? Cela ne vous donne pas le droit d'aller là où vous n'êtes pas à votre place. »« Je suis Émile Dupont, juge de ce pays, » a-t-il répondu, d'une voix ferme et maîtrisée, comme un roc inébranlable face à la tempête. « Ce que vous faites ici est un crime, et je ne garderai pas le silence pendant que cela se produit. » Les policiers échangèrent des regards, les rires méchants laissant place à une atmosphère tendue. Moreau croisa les bras, l'air provoquant. « Et tu penses que nous allons nous soucier de ce que tu as à dire? Les rues nous appartiennent, et celles là-bas ne sont que des détritus. » Émile ne recule pas. Il ressentait le poids de chaque mot, l'urgence de défendre ceux qui n'avaient pas de voix. Ce ne sont pas des déchets, ce sont des êtres humains. Et vous, en tant qu'application de la loi,
avait l'obligation de les protéger, et non de leur faire du mal. Dans un geste décisif, Émile sort son téléphone cellulaire de sa poche et commence à appeler la préfecture de police. « Je vais signaler cela. Vous paierez pour cette brutalité. » La main de Moreau bougea rapidement pour tenter d'atteindre le téléphone, mais Émile s'éloigna en gardant ses distances. « Juge ou pas, vous ne pouvez pas nous traiter de criminels, » a crié Moreau, les yeux désormais remplis de rage. « Savez-vous ce qui arrive à ceux qui se mettent en travers de notre chemin? » « Oui, je sais, » répondit Émile d'une voix inébranlable. « Et c'est exactement pourquoi je ne garderai pas le silence. L'oppression que vous exercez sur ces hommes et ces femmes est inacceptable. Et je suis là pour m'assurer que ça se termine. » Les sans-abri, auparavant abasourdis et apathiques, se mirent à bouger, certains levant la tête et regardant Émile avec un mélange d'espoir et d'incrédulité. « Il a raison, » murmura l'un d'eux d'une voix rauque et fatiguée. « Nous ne sommes pas des déchets. Nous sommes le peuple. » « C'est vrai, » acquiesça Émile en se tournant vers les assaillants. « Vous n'avez pas le droit de déshumaniser qui que ce soit. J'appelle la police et vous serez tenu responsable de vos actes. » En entendant l'expression « appeler la police », les policiers attaquants ont commencé à s'agiter. Moreau regardait ses subordonnés et la tension dans l'air était palpable. « Nous ne pouvons pas laisser cela arriver, » murmura-t-il, même si Émile l'entendait. « Nous devons faire quelque chose avant que la situation ne devienne incontrôlable. » « Il est trop tard pour s'inquiéter de ça, » dit Émile, déjà au téléphone. « Quartier général de la police, j'ai besoin d'une aide urgente pour... » Il a fourni l'adresse, d'une voix claire et autoritaire. « Il y a des policiers qui attaquent des citoyens innocents. Nous avons besoin d'un véhicule ici immédiatement. » Les policiers ont commencé à se diriger vers Émile, tentant de l'intimider. « Si tu continues comme ça, tu vas le regretter, Dupont, » dit l'un des agents avec un air menaçant. « Personne ne vous croira. Ils croient toujours en nous. »« Seulement cette fois, j'en ai la preuve, » répond Émile, restant calme. « Et vous ne vous en sortirez pas. La réalité change et de plus en plus de personnes sont prêtes à se battre pour la justice. Votre oppression ne durera pas éternellement. » Les sans-abri, désormais plus alertes, se mettent à murmurer entre eux, certains exprimant leur soutien à Émile, tandis que d'autres semblent hésitants. « Il se bat pour nous, » murmura une femme en regardant les autres. « Nous devons aussi faire quelque chose. » Émile les regardait, le cœur chaud. Le combat n'était pas seulement le sien, il leur appartenait à tous. « Ne restez pas silencieux, » a-t-il exhorté, sa voix résonnant de fermeté. « Si vous avez vu ce qui s'est passé, il est important que vous le parliez. Ensemble, nous sommes plus forts. » À ce moment, la sirène d'une voiture de police résonna au loin, et le son apporta un mélange de soulagement et d'appréhension. Émile sentait que la prochaine étape pourrait être décisive, mais la tension dans l'air était palpable. Que se passerait-il lorsque les nouveaux policiers arriveraient? Il espérait que la vérité prévaudrait. Le son de la sirène a résonné dans les rues de Paris, brisant l'atmosphère tendue qui planait sur la Seine. Émile Dupont, debout au milieu du chaos, regardait avec un mélange d'espoir et d'appréhension l'approche de la voiture de police. Les policiers attaquants, qui semblaient jusqu'alors si sûrs de leur impunité, échangent désormais des regards nerveux. L'arrivée de la nouvelle équipe de policiers, sous la houlette du lieutenant Lacroix, apporte un air de sérieux qui contraste avec l'impudence des premiers. « Pourquoi êtes-vous ici, monsieur? Ce qui se passe ?» Lacroix s'approcha d'Émile, son expression mêlée de curiosité et d'inquiétude. « Je suis le juge Émile Dupont, » répond Émile, la voix ferme mais contrôlée. « Je viens d'assister à un acte de brutalité policière contre ces sans-abri. Ils ont besoin d'aide. » Le lieutenant hocha lentement la tête, son expression devenant plus sérieuse. « Voyons ce qui s'est passé. » Il fait signe à ses hommes, qui commencent à se disperser, recueillant les dépositions des sans-abri, tandis qu'Émile sent un léger soulagement se répandre dans tout son corps. Les policiers attaquants n'étaient cependant pas disposés à se rendre sans combattre. Le sergent Moreau, qui avait dirigé l'agression, s'approche de Lacroix pour tenter d'établir une défense. « Lieutenant, c'est un malentendu. Ces clochards causaient des problèmes. Nous les contrôlons simplement. »« Contrôler ? Ou attaquer ?» répondit Lacroix, les sourcils froncés dans un air de désapprobation. Il se tourna vers Émile. « Avez-vous des preuves de ce qui s'est passé ici ? » « Oui, j'ai filmé la scène, » a déclaré Émile en sortant son cellulaire de sa poche et en montrant l'enregistrement. «
Les images révèlent la brutalité et l'indifférence des policiers, la nourriture jetée par terre et les cris de douleur et de désespoir des habitants. Ce n'est pas un malentendu, c'est une violation des droits de l'homme. Les nouveaux officiers regardèrent l'écran et l'atmosphère se chargea d'indignation. Le lieutenant Lacroix, d'un geste décisif, demande à ses hommes de recueillir davantage de relevés. Nous avons besoin de témoins. Où sont les autres sans-abri qui ont été témoins de cela? Pendant ce temps, les assaillants tentaient de s'organiser en chuchotant entre eux. Il faut penser à quelque chose, Moreau, dit l'un des plus jeunes officiers, les yeux pleins d'anxiété. Si cet enregistrement sort, c'est fini. Fermez-la. Personne n'a besoin de le savoir, a rétorqué Moreau d'une voix basse et menaçante. Nous pouvons résoudre ce problème. Disons que nous faisions simplement notre travail. Mais Émile était attentif à chaque mouvement, à chaque parole. L'indignation en lui grandissait et il se sentait de plus en plus déterminé à faire en sorte que la vérité soit entendue. Il s'est approché d'un des sans-abri les plus proches, un homme âgé au visage marqué par la souffrance et la vie dans la rue. « Monsieur, pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé ?» demanda Lacroix en se penchant pour écouter la voix tremblante de l'homme. « Ils nous ont attaqués sans raison, » a déclaré l'homme, les yeux remplis de larmes. « Nous n'avons rien, et pourtant ils pensaient pouvoir nous faire ça. » Émile ressentait une vague d'empathie et de révolte. « Votre témoignage est important, » dit-il en regardant l'homme dans les yeux. « Vous êtes essentiel pour que justice soit rendue. » Avec l'enregistrement en main et les témoignages des résidents, Émile commence à croire qu'un changement est possible. Cependant, les policiers attaquants ont continué à construire leur défense, essayant de délégitimer la situation. La tension dans l'air était palpable tandis que la sirène de la voiture de patrouille continuait de retentir, rappelant le combat qui se déroulait devant eux. « Je ne laisserai pas cela impuni », murmura Émile. Il savait que la bataille ne faisait que commencer, mais sa détermination s'est solidifiée. Il a de nouveau regardé les sans-abri, espérant que cette nuit de terreur puisse se transformer en un symbole de résistance contre l'oppression à laquelle ils étaient quotidiennement confrontés. Le lendemain de l'incident tumultueux avec la police a apporté beaucoup d'attentes et de tensions. Émile Dupont est assis dans son bureau, entouré de piles de documents et de coupures de journaux qui portent désormais son nom. Les médias, dans leur voracité, s'étaient emparés de l'affaire, et il savait que ce qui allait se dérouler dans les prochaines heures pourrait changer le cours de sa vie et du combat pour la justice à Paris. Alors qu'il révisait ses notes, la sonnette retentit. C'était Claire, son assistante, avec une expression sérieuse. Elle entra et ferma la porte. « Émile, la situation se complique. La presse est divisée. Certains vous soutiennent, mais beaucoup défendent la police, affirmant que vous essayez de discréditer les forces de sécurité, a déclaré Claire avec un mélange d'inquiétude et de détermination. Je savais que ça arriverait. Leur récit ne peut pas prévaloir. Nous avons besoin de plus de témoins, de plus de preuves. Je ne peux pas les laisser renverser la situation et me faire passer pour le méchant, répondit Émile, la voix ferme, mais le regard plein d'anxiété. Qu'est-ce que vous envisagez de faire? Demanda Claire en croisant les bras. Parlons aux sans-abri qui étaient là. Ils doivent se sentir en sécurité pour témoigner. Nous avons besoin d'alliés, de gens qui comprennent qu'il ne faut pas réduire au silence la brutalité, a déclaré Émile en se levant déjà de table. Claire hocha la tête, comprenant l'urgence de la situation. Ensemble, ils partent à la recherche de réponses et de soutien. Ils ont marché dans les rues de Paris, où la lumière du soleil se mêlait aux ombres d'une ville qui luttait pour équilibrer la beauté et la douleur. Lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux de l'incident, ils ont trouvé un petit groupe de sans-abri rassemblés. Certains semblaient hésitants, tandis que d'autres montraient une lueur d'espoir dans leurs yeux. « Bonjour à tous, je m'appelle Émile Dupont. Je suis ici pour entendre vos histoires, commença-t-il d'une voix douce mais pleine de conviction. Ce qui s'est passé cette nuit-là était inacceptable et nous avons besoin que vous partagiez vos expériences. » Un homme à l'air usé, avec une barbe mal rasée et des vêtements déchirés, s'avança. Ses yeux étaient profonds et portaient une histoire de lutte. J'ai tout vu. Ils ne faisaient pas que rire. Ils se sont amusés. L'un d'eux a donné un coup de pied à mon ami simplement parce qu'il demandait à manger. La voix de l'homme trembla, mais il resta ferme. Il se croit au-dessus des lois. Émile sentit l'urgence de cette déclaration. Seriez-vous prêt à témoigner à ce sujet? Votre voix compte et nous en avons besoin. L'homme regarda autour de lui en quête d'encouragement. D'autres hochèrent la tête, et il finit par accepter.
Oui, je le ferai. Il faut que quelqu'un dise la vérité. Ainsi, de plus en plus d'habitants ont commencé à partager leurs histoires, révélant non seulement l'horreur de la brutalité policière, mais aussi la résilience qu'ils ont trouvée dans leur solidarité les uns avec les autres. Émile écoutait attentivement, notant chaque mot, chaque émotion. À chaque rapport, sa détermination se renforçait. Nous devons recueillir davantage de preuves. Si vous le pouvez, essayez de trouver davantage de personnes présentes. Créons un réseau de soutien, a suggéré Émile, sentant un lien grandissant avec ceux qui étaient auparavant invisibles à la société. Pendant qu'il parlait, la ville environnante semblait poursuivre sa routine, inconsciente de ce qui se déroulait dans l'ombre. La division de l'opinion publique s'est élargie, avec des manifestations de soutien aux policiers et d'autres réclamant justice. Ce soir-là, tandis qu'Émile révisait ses notes avant de se coucher, il ne pouvait s'empêcher de penser au combat qui allait avoir lieu. La bataille ne serait pas seulement juridique, mais culturelle, un affrontement contre une mentalité qui permettait de normaliser la brutalité. « Je ne peux pas abandonner, pas maintenant » murmura-t-il pour lui-même, comme un mantra de persévérance. Il se souvenait du regard des sans-abri, de l'espoir qui brillait lorsqu'ils décidèrent de se réunir. « Je savais que, quoi qu'il arrive, le combat pour la dignité et la justice ne faisait que commencer. » Émile Dupont était assis à son bureau, la faible lumière de la lampe éclairant les papiers étalés devant lui. La tension résultant du récent incident flottait toujours dans l'air, comme un gros nuage qui ne voulait pas se dissiper. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. Il hésita avant de répondre, le cœur battant. La voix à l'autre bout du fil était basse et précipitée. « Émile ? Tu dois être prudent. Il parle de toi. Quelque chose pourrait arriver. » « Qui parle ? Qui es-tu ? » demanda Émile, l'inquiétude lui montant à la gorge. « Juste un ami. Je n'arrive pas à m'identifier. Mais vous n'êtes pas en sécurité. Les flics, ils ne vont pas laisser ça se faire à bas prix. » Émile sentit un frisson lui parcourir le dos. L'idée de menace contre sa vie était terrifiante, mais cela ne l'arrêterait pas. Il se redressa, décidant qu'il ne se laisserait pas intimider. « Merci pour l'information, mais je vais aller de l'avant. La vérité doit être connue. » L'appel s'est terminé brusquement et Émile est resté silencieux, contemplant les paroles qu'il venait d'entendre. Il savait que le combat pour la justice était dangereux, mais l'indignation en lui l'emportait sur la peur. Il rassembla ses forces, prit une profonde inspiration et commença à organiser ses documents pour le procès. Dans les jours suivants, Émile s'entoure d'alliés. Des militants communautaires et des défenseurs des droits humains se sont ralliés à lui, formant un réseau de soutien qui lui a donné du courage. Ensemble, ils ont tenu des réunions, discutant de stratégies et préparant des preuves. L'ambiance dans la communauté était à l'espoir, mais aussi à l'inquiétude. Les gens se sont rassemblés en petits groupes, murmurant sur le processus et les répercussions possibles de leur courage. « Émile, tu es sûr de vouloir faire ça ?» a demandé Clara, une jeune militante qui s'est démarquée par sa passion. « Les flics ont des amis puissants. Ils pourraient essayer de vous discréditer. »« Je ne peux pas reculer maintenant, Clara, » répondit Émile en la regardant dans les yeux. « Si nous ne nous battons pas pour cette cause, qui le fera ? Si nous ne montrons pas que l'oppression ne peut être tolérée, quel espoir avons-nous ? Le jour du jugement dernier est enfin arrivé. » En entrant sur le terrain, Émile sentit le poids de la responsabilité sur ses épaules. La salle était pleine et le murmure de la foule était un mélange d'anxiété et d'attente. Il se tenait à côté de son avocat, le cœur battant, alors qu'il observait les visages familiers et inconnus qui l'entouraient. « Es-tu prêt ? » demanda son avocat en observant l'expression déterminée d'Émile. « Oui, je suis prête. »« La vérité doit être révélée » a-t-il déclaré, la conviction résonnant dans la voix. À l'entrée du juge et au début de l'audience, Émile sentit des regards de désapprobation et de soutien. Les policiers, assis à la table de la défense, semblaient confiants, mais Émile savait que la vérité était de son côté. Il en avait la preuve, et surtout, il avait du courage. Des témoins ont commencé à être appelés. Le premier, un sans-abri qui avait été témoin de la brutalité, a raconté son expérience, ses paroles étant remplies de douleur et d'indignation. Émile écoutait attentivement, à chaque rapport, une flamme d'espoir allumée dans son cœur. La vérité était dévoilée. Ensuite, ce fut au tour d'Émile de se lever. Avec les images en main, il se prépara à présenter sa preuve finale. La tension dans la salle était palpable,
et il pouvait sentir le souffle des personnes présentes, curieuses et appréhendées. Il se tourna vers le juge, la voix ferme. « Votre Excellence, ce que vous verrez maintenant est la réalité de nombreux membres de notre société. Ce n'est pas seulement une vidéo, c'est un témoignage d'une brutalité souvent ignorée. Il est temps d'affronter cette vérité et de demander justice. » Sur ce, il appuya sur le bouton de lecture et l'image commença à s'afficher sur l'écran du terrain. Les rires des policiers ont retenti et l'indignation a rempli l'atmosphère. Émile savait que ce n'était qu'un début, mais il était déterminé à mener le combat jusqu'au bout afin que ceux qui souffrent dans l'ombre puissent faire entendre leur voix. La salle d'audience était bondée. L'air était épais de la tension palpable qui remplissait l'espace, comme si toutes les personnes présentes retenaient leur souffle par anticipation. Émile Dupont, désormais sous le feu des projecteurs, sentit le regard de centaines de personnes se poser sur lui. Sur la scène de la justice, il s'apprêtait à révéler la vérité cachée derrière les brutalités policières qui avaient choqué Paris. Il se releva lentement, les images dans les mains, comme s'il s'agissait d'un artefact sacré. « Monsieur le juge, mesdames et messieurs les jurés », commença Émile d'une voix ferme et claire. « Aujourd'hui, vous verrez ce qui s'est réellement passé dans les rues de Paris lors de cette nuit fatidique. Il ne s'agit pas seulement d'un cas de brutalité policière, c'est le reflet d'une société qui ferme souvent les yeux sur l'oppression. » Il a appuyé sur un bouton de son appareil et l'écran a projeté les images sur le mur de la salle d'audience. Les images montraient les policiers en train de rire, jetant de la nourriture par terre, tandis que le sans-abri noir implorait sa dignité. Des murmures commencent à résonner dans la salle et Émile sent le poids de l'indignation grandir parmi les spectateurs. Il regarda le juge qui l'observait attentivement, son expression impassible mais ses yeux trahissant une étincelle de curiosité. Ces hommes, poursuit Émile en désignant les policiers accusés qui étaient sur le banc, ne sont pas que des agents de la loi, ils représentent un système qui n'a pas réussi à protéger les plus vulnérables d'entre nous. Il se tourna vers le public, désormais complètement impliqué dans le récit. Ces hommes ont une responsabilité, et cette responsabilité a été trahie. L'ambiance dans la pièce commença à changer. Les regards de mépris et de colère commencent à se concentrer sur les policiers et Émile réalise que le vent est en train de changer. Il a ensuite appelé son prochain témoin. Un sans-abri, un homme âgé au regard fatigué, se leva avec hésitation. Il s'est approché de la barre des témoins avec des mains tremblantes, mais il y avait une détermination dans ses yeux. « Je ne suis personne », commença l'homme d'une voix basse mais ferme. « Mon nom est Samuel. Je fais partie de ceux qui étaient là ce soir-là. » Émile fit un geste encourageant et Samuel inspira profondément. « Ils m'ont battu. Je voulais juste un morceau de pain. Ils se sont moqués de moi, comme si je n'étais pas humain. Je ne suis pas un animal. » Le cri de vérité dans ses paroles résonna dans la pièce. Le juge a regardé l'homme, impressionné par le courage dont il faisait preuve. « Samuel, demande Émile, peux-tu nous raconter ce qui s'est passé avant ton attaque ?»« Bien sûr, dit Samuel, désormais plus confiant. Ils sont arrivés dans leur véhicule en riant et en criant. Je dormais juste. Je me suis réveillé au bruit et j'ai vu ces hommes jeter de la nourriture par terre. J'ai demandé de l'aide, mais, ils voulaient juste s'amuser. » Le silence était profond, chacune des paroles de Samuel pénétrant l'âme des personnes présentes. « Et que s'est-il passé ensuite ?» insista Émile. « Ils ont commencé à me donner des coups de pied, à m'insulter. Je ne suis pas un criminel. Je ne suis qu'un homme sans maison. » Mais ils s'en fichaient. L'excitation dans la salle était palpable. Certains membres du jury ont échangé des regards entendus, tandis que d'autres semblaient au bord des larmes. Le juge, visiblement touché par le témoin, s'est arrêté avant de s'adresser aux policiers. « Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ?» La question restait en suspens comme une lame tranchante. Les policiers autrefois arrogants semblaient désormais petits et sans protection. « Monsieur le juge », commença l'un des policiers, mais sa voix n'avait plus la même assurance. « Nous, faisions simplement notre travail. » C'était une défense faible, et le murmure du public s'est vite transformé en un chœur de désapprobation. « Faire votre travail ?» Émile est intervenu, la voix pleine de passion. « Votre travail consiste à protéger et à servir, pas à humilier et à attaquer. Ce que vous avez fait était une violation des droits de l'homme. » La salle explose sous les applaudissements, et Émile, au milieu de son indignation, sent la force et la solidarité du public. Finalement, le juge, impressionné par les preuves irréfutables et le courage de Samuel, déclare « Les accusés sont condamnés. »
La brutalité policière ne sera pas tolérée dans ce tribunal, ni dans notre société. Le bruit du marteau résonnait comme le tonnerre et la salle éclata en applaudissements, célébrant la victoire de la justice. Émile, les larmes aux yeux, sentit le poids du monde s'envoler de ses épaules. Il n'était pas seulement un juge, il était un symbole de résistance, une lueur d'espoir dans un Paris qui avait désespérément besoin de changement.